Bonjour, compte rendu de partie de jeu de rôle aujourd'hui, mais pas Deadlands pour le coup, parce qu'il me restait une dernière séance, la huitième et dernière, du scénario Au-delà les limites pour l'appel de Cthulhu, un scénario que l'on trouve dans le supplément Les Secrets de San Francisco. Donc vous trouverez aussi bien sur le blog que sur la chaîne les éléments préparatoires, contexte et PJ, et bien évidemment les 7 séances précédentes. Pour celle-ci, le joueur incarnant Bobby Travan, le détective privé, était absent. Étaient donc présents les joueurs incarnant Eunice Bessler, l'actrice, Gordon Gore, le dilettante, Trevor Pierce, le journaliste d'investigation, Veronica Sutton, la psychiatre, et Zheng Zhu, le domestique. Vendredi 6 septembre 1929, 21h30, Manoir Gore, 109 Clay Street, Nob Hill, San Francisco. Veronica Sutton, après avoir rédigé son testament et s'être une dernière fois occupée de ses chats, retourne au Manoir Gore où sont restés les autres. Gordon Gore est dans un état d'esprit proche de celui de la psychiatre. À ce stade, les victimes de la noire démence, à savoir Zheng Zhu, Trevor Pierce et Bobby Travan, n'ont quasiment plus aucune perception du monde réel. Mais là où ils se trouvent, ils ne distinguent rien non plus sinon eux-mêmes, seulement de ces masses grisâtres, plus ou moins sphériques, et agitées d'un mouvement permanent, imprévisible. La psychiatre les examine et son diagnostic confirme celui du docteur Hadley Barrow. En dehors des taches noires caractéristiques, les malades ne présentent pas de symptômes physiques. Ils ne sont pas encore sous-alimentés, bien sûr, et leurs organes sensoriels fonctionnent parfaitement. Cependant, ils ne reçoivent rien de ce monde-ci. Ou presque. Car quelques échos peuvent exceptionnellement leur permettre de franchir la barrière entre les mondes. Et Zheng Zhu, même avec un temps de latence, aperçut qu'on lui attrapait la main, le docteur Sutton en train de l'examiner. Aveugle et comme sourd, il crie « Vous m'avez touché! Quelqu'un m'a touché !» Ce qui fait sursauter tous les autres. La force de volonté non négligeable de Zheng Zhu lui permet, pour un temps, de percevoir suffisamment de choses de ce monde pour tenter d'avoir un semblant de conversation, même très étrange. Et il aperçoit une silhouette très indistincte, sans doute celle de la psychiatre. Zheng Zhu, affolé, essaye de décrire ses perceptions, des deux mondes, et qu'il peut communiquer beaucoup plus facilement avec Trevor Pierce et Bobby Travan, lesquels n'entendent pas Veronica, qui, elle, comme Gordon Gore et Eunice Bessler, entend très bien Zheng Zhu s'adresser à ses amis malades. La scène est très déconcertante pour tout le monde. Mais Bobby Travan, qui, aux yeux des autres, donnait l'impression de s'être assis au milieu du salon du manoir Gore, comprend que Zheng Zhu parle avec Veronica Sutton. Lui ne voit pas et n'entend pas cette dernière, mais comprend que, s'il parle, elle l'entendra, ainsi que les autres à ses côtés. Il se lève et, les yeux dans le vague, sans voir son interlocutrice, il crie « Il ne faut pas nous laisser ici. Conduisez-nous au Tenderloin, c'est le seul endroit où nous pouvons entrevoir quelque chose. » En effet, le détective avait déduit ceci lors de sa dernière virée dans le quartier des restaurants français. Il a toujours en tête l'image de ce vol de moineaux. Zheng Zhu pense qu'il a raison. Il enjoint la psychiatre à faire ce que suggère le détective. Elle approuve, et le domestique rapporte ses paroles à Bobby, puisque ce dernier n'entend pas Veronica, mais seulement les victimes de la noire démence. Veronica Sutton décide donc d'accompagner les trois malades dans le Tenderloin. Gordon Gore se propose de venir également avec eux. Il conduira la voiture. Faire pénétrer les infectés dans le véhicule est une expérience très désagréable pour eux, qui se sentent palpés et dirigés sans avoir la moindre emprise sur ce qui se produit. Tandis que Eunice Bessler, de sa propre initiative, va attendre au manoir Gore le retour du professeur Harold Colbert, parti chercher un couteau de métal pur afin d'exécuter le rituel d'invocation du fantôme qui marche. Ils conviennent d'un point de rendez-vous dans le Tenderloin, devant l'immeuble où se trouve le dernier appartement loué par Jonathan Colbert et Andy Mackenzie, au 250 Jerry Street. Vendredi 6 septembre 1929, 22h30, rue du Tenderloin, environ du 250 Jerry Street, Tenderloin, San Francisco. Gordon Gore conduit donc Veronica Sutton et les malades Zheng Zhu, Trevor Pierce et Bobby Travan dans le Tenderloin. Le dilettante passe par des petites rues et se gare non loin du 250 Jerry Street. Et les perceptions des trois victimes de la noire démence changent progressivement. Au fur et à mesure qu'ils pénètrent dans le quartier, les masses informes grisâtres tendent à se muer en bâtiments, en personnes, essentiellement des clochards, les autres personnes contaminées, etc. Il y a comme des sautes brutales d'une perception à l'autre, et l'ensemble demeure relativement vague, mais pour eux, c'est un changement considérable par rapport au manoir Gore, et qui a quelque chose d'un peu rassurant. Pas trop non plus. Mais ils savent que le monde dans lequel ils se trouvent ne correspond pas parfaitement à la véritable San Francisco. Trevor Pierce en fait l'écho, et Zheng Zhu tente à nouveau de susciter un contact avec Veronica Sutton pour décrire ce qu'il voit, avec succès. La psychiatre demande si quelque chose attire plus particulièrement leur attention. Le domestique chinois détaille les environs et remarque que, non loin, les clochards affectés par la noire démence forment comme un attroupement bien plus important que tout autre. Il tend la main pour indiquer cette direction,
Et Veronica comme Gordon Gore constatent qu'ils voient eux aussi dans le vrai monde cet attroupement, dans un terrain vague à bâtir. Mais avec cette conviction étrange que si Zheng Zhu ne le leur avait pas indiqué, ils n'y auraient pas pris garde. Dans les deux mondes, les clochards ont l'air hagards. Certains sont debout, tanguant d'un pied sur l'autre, tandis que d'autres sont assis contre un mur ou une palissade. Leur absence totale de mouvement fait craindre un moment qu'ils soient morts, mais ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas l'air menaçants en tout cas, question que se posait Trevor. La scène n'en est pas moins perturbante, quel que soit le monde où l'on se trouve, ainsi avec cette femme à quatre pattes qui lappe une flaque d'eau. Veronica saisit la main de Zheng Zhu et il s'avance lentement dans cette direction. Gordon Gore préfère rester devant le 250 Jerry Street, anxieux de ce que Eunice Bessler et Harold Colbert les rejoignent. Trevor, lui, voyant Zheng Zhu s'éloigner, décide de le suivre, mais son mouvement précipité était malvenu. Il a heurté un homme de la vraie San Francisco qu'il ne distinguait absolument pas. Il comprend que, dans son état, courir n'est pas une très bonne idée. Parmi les clochards, Veronica Sutton, aux aguets, remarque quelqu'un qu'elle avait déjà croisé, même si ses vêtements en très sale état, déchirés çà et là, et son attitude générale, n'ont plus grand-chose à voir. C'est Parker Biggs, le très violent propriétaire et gérant du Petit Prince. Les taches noires sur ses bras ne laissent aucun doute sur sa condition. Par réflexe, Veronica tire Zheng Zhu en arrière par la manche. Le domestique, ne voyant pas pourquoi, et qui ne contrôle pas très bien le niveau de sa voix, lui demande bien trop fort ce qui se passe, ce qui attire l'attention de certains des clochards. Biggs également relève la tête, mais il a les yeux dans le vague. Pourtant, il tend à se tourner vers Zheng Zhu, et ses yeux, cette fois, s'écarquillent. Le domestique chinois également le voit. Le truand semble le reconnaître, et lui imputer la responsabilité de son état, de sa voix sourde et égarée. Il se lève, difficilement. Plusieurs clochards le suivent, sans bien comprendre ce qu'il se passe. Il prétend que les investigateurs se sont rendus au Petit Prince dans le seul but de le contaminer. « Faites-moi sortir d'ici. Je tirerai un trait sur toute cette affaire. Sinon... » Il se montre menaçant. Zheng Zhu crie à Madame Sutton qu'il vaut mieux s'écarter. Il ne pourra pas se défendre contre Biggs et la quinzaine de clochards qui le suivent. Veronica recule précipitamment en tirant le domestique chinois par la manche. Mais sa mauvaise jambe lui fait mal, elle tombe presque à genoux, et appelle Gordon Gore à l'aide. Toutefois, mettre un peu de distance entre les clochards et eux suffit à écarter leurs menaces. C'est comme s'il les oubliait. Toutefois, en guettant ses poursuivants, Veronica Sutton remarque un clochard, ou plutôt une clocharde, et reconnaît Clarice Whitman. Mais la jeune fille de bonne famille est dans un état pitoyable, hagarde, constellée de taches noires et de salissures, décoiffée, les vêtements autrefois luxueux réduits à des haillons. La psychiatre l'indique à Gordon Gore. Vendredi 6 septembre 1929, 23h, Manoir Gore, 109 Clay Street, Nob Hill, San Francisco. Au Manoir Gore sur Nob Hill, Eunice Bessler attend le retour du professeur Harold Colbert. Jonathan Colbert est à ses côtés. Le professeur revient enfin, et finalement plus tôt que ce qu'il pensait. Il avait parlé d'aller chercher un couteau de métal pur à la collection Zébulon Farr, mais cela aurait demandé beaucoup trop de temps. Il a finalement décidé de chercher dans sa propre collection. Il vit lui aussi à Nob Hill, mais a sans doute fait d'autres choses entre-temps. Et il en revient avec une dague de cuivre d'origine égyptienne. Qu'importe si elle provient d'une toute autre culture, il est convaincu qu'elle fera l'affaire pour le rituel. Eunice lui explique la situation. Il leur faut rejoindre les autres au plus tôt dans le Tenderloin. Les Colbert, père et fils, montent avec Eunice dans un taxi. Vendredi 6 septembre 1929, 23h, rue du Tenderloin, environ du 250 Jerry Street, Tenderloin, San Francisco. Où le royaume, où le temps et l'espace ne signifient rien, où tout. Gordon Gore est persuadé qu'il y a une raison pour que les victimes de la noire démence se rassemblent ainsi dans ce terrain vague. À ses yeux, il ne présente rien de particulier. Il note seulement qu'il y a un projet de construction à cet endroit. Le permis de construire a été délivré, mais les travaux n'ont pas commencé. Mais qu'en est-il selon les perceptions des malades ? Veronica Sutton parvient à maintenir un vague contact avec Zheng Zhu, dont les perceptions de cet autre monde s'affinent de plus en plus. Or, dans son état, attirer son attention sur quelque chose, d'une certaine manière, autorise cette chose à exister véritablement. La confrontation de leurs ressentis permet aux domestiques de comprendre que la vieille bâtisse qui se trouve au fond du terrain vague, à moins qu'elle ne change de place, est invisible à ses amis. Mais cette maison fluctue, c'est comme si elle changeait d'apparence en permanence. Mais elle est là, oui, et les autres ne la voient pas. Qu'importent les efforts de Zheng Zhu pour la leur indiquer. Les descriptions hésitantes du domestique laissent supposer qu'il s'agit d'un bâtiment antérieur au tremblement de terre de 1906. Zheng Zhu est attiré par cette maison, tandis que Gordon Gore préférerait attendre l'arrivée du professeur Colbert. Le domestique chinois, inconscient de l'effet qu'il produit dans le monde réel, hurle « Il faut aller voir la maison! Il faut aller voir la maison !» Trevor Pierce et Bobby Traven le suivent. Ils ressentent la même attirance. Veronica et Gordon n'ont pas vraiment le choix.
Un sixième sens semble maintenant bénéficier aux malades, qui leur permet d'éviter de heurter ce qu'ils ne voient pas dans le monde réel. Mais il y a foule devant l'entrée de la maison. Ni Parker Biggs ni Clarice Whitman ne semblent en faire partie. En jouant des épaules, Zheng Zhu parvient sur le perron de la maison, ce qui ne fait aucune différence pour les autres. Mais lui distingue l'intérieur de la bâtisse, et la foule y est encore plus concentrée. La décoration de la maison est instable, mais globalement c'est son état le plus luxueux qui l'emporte. Il y a un étage, le domestique chinois se précipite vers les escaliers. Et quand il monte... Non, ce n'est pas comme s'il se mettait à monter en l'air ou à disparaître aux yeux de Veronica Sutton et de Gordon Gore, c'est plutôt comme s'il n'avait de toute façon jamais été là. Ils n'ont pas véritablement oublié sa présence, ils savent qu'ils ont accompagné quelqu'un qui n'est plus là, mais leur perception les empêche d'envisager les choses autrement. Ils savent que quelque chose cloche, mais impossible de dire quoi. Il en va bientôt de même concernant Trevor Pierce et Bobby Traven, qui suivent Zheng Zhu à l'étage. Veronica et Gordon se retrouvent seuls, au beau milieu de la foule des clochards qui n'a pas dépassé le perron. Ils sont une bonne trentaine. Toutefois, Veronica Sutton remarque à nouveau Clarice Whitman, tandis que Gordon Gore est bousculé par Parker Biggs et une dizaine d'infectés à sa suite. C'est qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qu'ils ne voient pas, et ils cherchent à le saisir. Il est renversé par terre, piétiné, palpé de partout par des gens désespérés d'entrer en contact avec quelqu'un, quelque chose. Il sait, avec une conviction absolue, qu'il est maintenant contaminé par la noire démence. La maison est décidément l'endroit le plus concret de tout San Francisco pour les victimes de la noire démence. Chaque pièce croule sous les malades, qui ne font pas spécialement attention aux nouveaux arrivants. Mais il y a un peu moins de monde à l'étage. Bobby Traven est attiré par une chambre, une pièce vide exceptionnellement. Trevor Pierce et Zheng Zhu le suivent à l'intérieur. C'est une chambre bourgeoise, assez vaste, avec une cheminée. Mais en se rendant à la fenêtre, tous voient un spectacle très étrange, inédit pour eux, comme une grande colonne fluctuante qui fait des kilomètres de hauteur, un peu comme un unique pilier soutenant la voûte du monde entier, formé par la rencontre d'une stalagmite et d'une stalactite de proportions ahurissantes. Tout autour gravitent les sphères mouvantes, davantage qu'ailleurs, dans une grisaille pesante. Bobby est fasciné, absorbé dans la contemplation de ce spectacle impensable. Il était impossible de voir cela ailleurs qu'à cette fenêtre, alors qu'une masse aussi colossale aurait dû être visible depuis le terrain vague notamment. Zheng Zhu essaye de déterminer la localisation dans San Francisco de ce phénomène, mais pas moyen, ça ne colle pas. Et cette colline paraît bien plus démesurée que toutes celles de la ville réelle. Par contre, il peut repérer la direction approximative de ce tourbillon. À San Francisco, Veronica Sutton, qui a assisté au triste sort de Gordon Gore, fait de son mieux pour y échapper, mais elle est à son tour bousculée, même si dans des proportions bien moindres que le dilettante. Le résultat est cependant le même, un faux mouvement la fait tomber dans la boue. C'est à ce moment qu'arrivent à proximité du terrain vague Eunice Bessler, Harold Colbert et Jonathan Colbert. Eunice est stupéfaite par la scène du terrain vague, elle ne sait pas comment réagir. Elle panique, mais Jonathan Colbert lui pose la main sur l'épaule alors qu'elle allait se précipiter sur son amant Gordon Gore ainsi que sur Veronica Sutton. N'y allez pas, c'est foutu pour eux. Eunice est désespérée. N'y a-t-il donc rien à faire? Harold Colbert seconde son fils. Si, le rituel. Mais je vous l'ai dit, mademoiselle, pour ceux qui ont été contaminés, il est trop tard. Ils ne guériront pas. Eunice se débat, mais le professeur insiste. Non, écoutez-moi. Pour que le rituel fonctionne, il faut que quelqu'un passe de son plein gré dans ce royaume et en revienne. Cela ne marchera pas avec quelqu'un de contaminé par la noire démence, qui fait pénétrer dans cet autre monde d'une autre manière, une manière non conforme. Eunice est désespérée, mais n'a plus la force de lutter. Les Colbert la ramènent en arrière tandis qu'elle sanglote. Jonathan Colbert propose de se retirer dans l'appartement qu'il louait avec Andy Mackenzie juste à côté, pour y exécuter le rituel, si c'est encore possible, et utile. Il ne doute pas que les policiers ont fouillé l'appartement, mais pénétrer à l'intérieur ne sera pas un problème. La porte ferme mal. Le professeur acquiesce, ils emmènent Eunice avec eux. Zheng Zhu fait sortir de la maison pour voir s'il peut déterminer la direction du pilier. Trevor Pierce est sceptique, mais le domestique ne se laisse pas retenir. Tandis qu'il redescend, le journaliste jette un œil aux autres chambres à l'étage. L'une d'entre elles est parfaitement opposée à la première, et pourtant depuis la fenêtre il voit à nouveau ce pilier, car il a la conviction, même si c'est impossible, qu'il s'agit bien du même phénomène et pas d'un autre qui lui ressemblerait. Zheng Zhu, de retour en bas dans ce rez-de-chaussée bondé, sort tant bien que mal de la maison et cherche à repérer le tourbillon. Mais il ne le voit pas. Il le devrait, en toute logique, mais il demeure invisible. Le domestique chinois grogne sous le coup de la frustration. Mais il sent le contact d'une main sur son épaule. Il se retourne et reconnaît Clarice Whitman. Elle lui susurre à l'oreille très doucement « Chut, du calme. » Est-elle ici depuis longtemps? Dans le royaume? Je ne sais pas, si cela fait 2 secondes.
ou 5 millénaires. Zheng Zhu l'interroge sur la colonne. L'a-t-elle vue? Oui, des endroits depuis lesquels on peut la voir. Il y a un code, vous savez, des endroits qui sont bien placés en face de la structure du monde. On me l'a appris, ce code. Mais il y en a qui disent que c'est un piège. Mais on me l'a appris. C'est de l'entrée principale, tout droit, 345 pas. À gauche, 213 pas. À droite, 905 pas. À droite, 34 pas. À gauche, 120 pas. En bas, 400 pas. S'arrêter, tourner à gauche. Contempler. Vous croyez que c'est un piège, vous aussi? Zheng Zhu n'y comprend rien. L'entrée principale? Oui, de la maison. C'est à ça qu'elle sert. En tout cas, c'est ce que nous a dit le vieil Indien. Ce n'est qu'un point de départ, de référence. Il en faut un. Ça aussi, le chaman nous l'a expliqué. Zheng Zhu entend vérifier cela tout de suite. Mais Clarisse a peur, elle crie quand le domestique la presse. Mais il appelle Trevor et Bobby. Je crois que j'ai une piste. Le journaliste le rejoint en bas, mais pas le détective, qui reste abîmé dans la contemplation du vortex. Pour quelques raisons inconnues, les clochards ont finalement lâché Gordon Gore et Veronica Sutton, qui sont convaincus d'avoir été contaminés. Ils ne voient pas la maison pour autant, et ils entendent un grand éclat de rire derrière eux, très gras. C'est Parker Biggs qui pointe du doigt le dilettante. Il a quelque chose d'enfantin dans son rire. C'est bien fait. Comme les autres maintenant. Comme les autres. Mais son visage se ferme progressivement et il s'assied contre une palissade du terrain vague. Gordon demeure pantois. Veronica, résignée, attrape le dilettante par le bras. « Venez, Gordon, il n'y a plus rien à faire ici. » Il s'éloigne lentement. Vendredi 6 septembre 1929, 23h30, appartement 302, 250 Jerry Street, Tenderloin, San Francisco, ou bien le Royaume. Eunice Bessler a suivi Jonathan Colbert dans l'appartement qu'il louait avec Andy Mackenzie. Il est exactement dans l'état où il l'avait laissé, avec la porte qui fermait mal. Le professeur Colbert a besoin de reprendre ses esprits. Il s'assied sur un canapé en piteux état. Eunice dit qu'elle aurait bien besoin d'un petit remontant. Jonathan sait que ce crétin de Mackenzie gardait toujours une bouteille d'un truc dégueulasse sous son matelas. Les flics n'ont visiblement pas très bien fouillé, il va chercher ça, et s'en sert une copieuse rasade au passage. Que faire maintenant? Eunice se tourne vers le professeur Colbert, qui a sorti la dague de cuivre égyptienne et la contemple. Il le répète. Seuls ceux qui ne sont pas contaminés par la noire démence peuvent exécuter le rituel décrit par Pedro Maldonado dans Mythe des chamans du Grizzly Rumsen. Le cas de Jonathan est en particulier, lui qui a fait office de porteur saint, seuls Eunice et le professeur peuvent encore le faire. Par ailleurs, il faut procéder en deux temps, y aller de son plein gré et trouver comment en revenir. Périr là-bas, le rituel ne serait pas accompli jusqu'au bout, et il serait donc inefficace. Eunice, très émue, très triste, se porte volontaire. Le cinéma, je ne serai jamais une grande actrice de toute façon. Le parlant, ma famille, la communauté, allons. Elle a bien conscience de ce que cela implique? Oui. Le professeur Colbert acquiesce enfin. Exécuter le rituel va bien lui demander 1 heure, et il aurait besoin d'un peu de son sang. Il est certain que le rituel fera venir un fantôme qui marche, et il a bon espoir de le contrôler. Mais une fois qu'elle sera passée dans l'autre monde, il ne sait rien de ce qui pourrait se passer là-bas. Par ailleurs, ces créatures sont essentiellement stupides. Il faut leur donner un ordre simple et pas ambigu, 6-7 mots ou plus. Il commence à exécuter les gestes très incongrus réclamés par le rituel, mais l'actrice n'a certainement aucune envie d'en rire. De l'autre côté, dans le royaume, qui n'est maintenant plus parasité par les sensations du vrai San Francisco, Trevor Pierce et Zheng Zhu demandent à Clarice Whitman de les accompagner en suivant ce code. Elle est d'accord. Les ramenant à l'entrée principale de la maison, elle récite « De l'entrée principale, tout droit, 345 pas. » Et derrière elle, tous les autres infectés reprennent en chœur « Tout droit, 345 pas. » Puis Clarisse entame la marche, en mesurant bien ses pas, et en comptant à chaque fois sur un ton très monotone et qui a en même temps quelque chose d'un peu enfantin. 1, 2, 3, 4... Les clochards ne les suivent pas. Veronica Sutton et Gordon Gore, affligés par ce qui vient de leur arriver, avaient d'abord erré un peu aléatoirement. Mais ils se reprennent enfin et reviennent vers le 250 Jerry Street. Ils montent à l'étage où ils entendent l'étrange mélopée du professeur Colbert. Ils toquent à la porte et Eunice Bessler va leur ouvrir. Ils savent tous à quoi s'en tenir. Consciente de son rôle à jouer dans le rituel, Eunice retient son impulsion de se jeter dans les bras de son amant. Gordon de toute façon lui intime de ne pas le toucher.
Il est contaminé, il n'y a aucun doute. Mais s'ils peuvent leur venir en aide? Probablement pas. D'autant qu'il ne faut pas interrompre le professeur Colbert, il l'a clairement signifié à Eunice. Dans le royaume, Clarice Whitman continue de guider les autres. À voix haute. À droite, 905 pas. 1, 2, 3... Dans l'appartement, la mélopée du professeur Colbert s'interrompt enfin. Il s'assied sur le canapé en faisant signe à Eunice Bessler de s'asseoir à côté de lui. Il lui tend la dague. Elle servira à l'identifier comme le maître du fantôme qui marche qui va apparaître. Eunice accepte, mais aimerait savoir à quoi s'attendre. À quoi ressemblera cette créature? Sans doute pas un vieux drap avec 2 trous pour les yeux. Effectivement. Mais la décrire n'a rien d'évident. Elle est humanoïde et bipède, dans une certaine mesure. Mais d'autres éléments relèvent plutôt du poisson, d'autres de l'insecte, tout cela mélangé. Le trait le plus caractéristique, ce sont ses membres très longs et qui, pour les bras, s'achèvent en doigts ou griffes totalement disproportionnés. Je suppose qu'en comparaison, Max Schreck dans le Nosferatu de Murnau est un modèle de beauté. L'actrice arrache un sourire au trait à la professeur Colbert. Oui, je suppose. Je n'aurais pas pensé à présenter les choses ainsi. Mais, après un silence pesant, le professeur Colbert ajoute « J'ai un peu modifié le rituel. Je vais vous accompagner là-bas. Je ne pouvais pas me contenter de vous envoyer seul affronter pareil péril. Mais c'est bien vous qui aurez le contrôle sur le fantôme qui marche. Quant à la suite, il faudra trouver comment revenir. Impossible d'en savoir davantage à l'avance. Seulement que l'on ne pourra pas sur place invoquer un autre vagabond dimensionnel. Cela ne fonctionnera pas. Je n'en sais pas plus que vous à ce stade. Mais revenir est la condition cruciale pour fermer ce vortex, au moins temporairement. Eunice est prête. Le professeur Colbert explique qu'il leur faut attendre, pas bien longtemps. Le fantôme qui marche sera bientôt là. Quelques minutes très pesantes défilent en effet. Puis, sans effets spéciaux particuliers, là où il n'y avait rien, il y a maintenant la hideuse créature décrite par le professeur Colbert. Et elle n'émet pas le moindre bruit. Elle ne bouge presque pas. Seuls ses longs bras ballants se déplacent, tandis que ses doigts très fins sont comme agités de légers soubresauts. Elle fixe ceux qui l'ont appelée. Harold Colbert se tourne vers Eunice Bessler et lui adresse un signe du menton. L'actrice reprend son souffle, mais elle ne sait pas quel ordre donner. C'est un voyageur, il faut lui donner une destination. Mais l'actrice est pétrifiée, et le fantôme qui marche s'approche d'elle, il la renifle. Le professeur Colbert sait qu'il faut faire vite. Il arrache la dague de cuivre des mains de Eunice, s'entaille la paume de la main, et, en fixant de ses yeux la créature, dans un soupir, emmène-nous voir l'esprit de Pebble Hill. Le fantôme qui marche saisit le professeur Colbert de son bras gauche et Eunice Bessler de son bras droit. Il les plaque tous deux contre son corps, son cuir visqueux et ruisselant d'une sécrétion à l'odeur presque insoutenable. L'actrice a brièvement en tête l'image d'une mère serrant contre sa poitrine de fragiles nourrissons à allaiter. D'un seul coup, tout se fige autour d'elle. Le temps se dilate, ils disparaissent. Au cœur du royaume. Eunice Bessler et Harold Colbert volent dans les bras du vagabond dimensionnel. Ils ont rejoint ce monde grisâtre et mouvant, et passé un temps d'acclimatation d'une durée indéterminée, oui, ils ont le sentiment d'être quelque part dans le ciel, et que ce gris un peu plus sombre, loin, très loin, en dessous d'eux, comme à 10 kilomètres, des milliers de kilomètres, doit être quelque chose comme un sol. C'est infiniment loin. Et pourtant l'actrice distingue finalement comme des points noirs minuscules et les identifie enfin comme étant des humains. Des prisonniers dérisoires d'un monde morne dont ils ne pourront jamais s'échapper. Le contrôle sur le fantôme qui marche ne durera pas éternellement. Il faut trouver un endroit où atterrir. D'autant que l'actrice perçoit tout près d'elle le souffle haché du professeur Colbert, un vieil homme au bord de la syncope. Il lui est impossible de prononcer un mot. Eunice balaye des yeux le paysage. Quand elle se retrouve à un de ces endroits très précis qui permettent de voir le pilier colossal, des centaines de kilomètres de hauteur, qui soutient ce monde. Elle comprend que c'est là leur destination et donne mentalement l'ordre au fantôme qui marche de les déposer au plus près. La créature obéit. Elle suit l'itinéraire précis qui fait que le vortex ne disparaît plus sous leurs yeux. Elle se déplace à une vitesse ahurissante. Pendant ce temps, Zheng Zhu et Trevor Pierce suivent toujours leur guide Clarice Whitman. Ils en arrivent à ce moment étrange du code qui leur indique d'aller en bas. Et, subitement, tandis que Clarice compte le premier pas dans cette direction, c'est comme si le monde s'inclinait de 90 degrés. Oui, ils prennent la direction d'en bas, avec la sensation de marcher sur un mur. Et paradoxalement, c'est alors qu'ils prennent cette direction qu'ils prennent toute la mesure du pilier jaillissant vers le ciel. C'est une sensation particulièrement déconcertante. Les perspectives, l'orientation, l'équilibre, tout est faussé et incompréhensible. Ils suivent cependant toujours leur guide. 396,
397, 398, 399, 400. S'arrêter, tourner à gauche. Et là, le pilier qui avait disparu quelque temps réapparaît brusquement, et ils sont exactement à sa base. Mais ils n'y sont pas tout seuls. À quelque distance, impossible à déterminer précisément, se trouve un vieil homme, avec une peau d'ours sur la tête. Trevor Pierce reconnaît aussitôt en lui l'homme du tableau. Zheng Zhu n'a jamais vu le dit tableau, mais qu'importe, il part dans cette direction. Derrière, Clarice Whitman, de son timbre enfantin. « Vous savez, c'est lui qui m'a appris les indications. Vous croyez que c'est un piège ?» Mais le domestique chinois ne craint plus les pièges. La jeune fille, cependant, ne s'attarde pas, elle laisse là ses compagnons de route et repart, qui sait où. Mais Zheng Zhu n'y prête pas attention. Il s'avance d'un pas déterminé vers le chaman, dont il devient possible de discerner les traits. Il a l'air un peu narquois. Il a aussi un couteau de cuivre passé à sa ceinture. Zheng Zhu l'interpelle. Dans un anglais très approximatif et haché, le vieil indien dit « Vous n'arriverez pas. Vous ne faites pas changer. J'ai fait changer. Vous êtes une nourriture pour le dieu. Ne fais pas attention. Rien, jamais attention. Offrande, c'est l'attention à moi. Votre monde mort. Le monde est maintenant toujours Yog-Sothoth. » Zheng Zhu enrage. Il ne se laissera pas faire. L'Indien devrait le redouter, mais ce n'est de toute évidence pas le cas. C'est alors qu'arrivent dans les bras du fantôme qui marche Eunice Bessler et le professeur Harold Colbert. La créature les dépose toutefois de l'autre côté du chaman par rapport à leurs amis contaminés. Et le vieil Indien les a vus. Zheng Zhu aussi, il n'en revient pas. Mais les traits du chaman se sont durcis. À la différence des victimes de la noire démence, l'actrice et le vieux professeur représentent une potentielle menace pour ses plans. Il s'avance vers eux, le couteau de cuivre en main. Le professeur Colbert est dans un triste état. Eunice Bessler lui reprend la dague égyptienne. Le fantôme qui marche émet un sifflement, puis se jette sur le professeur, et il se met à dévorer ses entrailles. L'actrice brandit sa dague, terrifiée par le vagabond dimensionnel et par l'Indien. Elle n'est certes pas en mesure d'intimider ni l'un ni l'autre. Le chaman semble déterminé à la tuer de ses mains. Zheng Zhu réalise que ses armes ne l'ont pas suivi dans le royaume. Peu importe, il vaincra l'Indien à main nue. Il court dans sa direction, avec une célérité qui surprend tout le monde. Trevor Pierce, lui, ne pense qu'à une chose, partir d'ici. Il est obnubilé par la dague de Eunice, qu'il réclame à grands cris. Mais autour d'eux, les sphères gravitant autour du pilier commencent à changer d'aspect. Elles tendent à s'agglomérer, constituant comme des bras ou des tentacules, d'une longueur et d'une épaisseur cyclopéennes, et qui s'abattent aléatoirement çà et là. Qui se trouverait dessous serait immédiatement écrasé. Le chaman, lui, continue d'avancer vers les nouveaux arrivants. Sa vitesse est stupéfiante, au point où le pourtant très véloce Zheng Zhu ne peut que suspecter quelque chose de surnaturel. Eunice Bessler, terrifiée, veut fuir le chaman, mais elle est bien plus lente que lui. Il est déjà presque à côté d'elle. Zheng Zhu fait appel à toutes ses ressources. Il le rattrape et parvient in extremis à l'atteindre d'un coup de pied. Les dégâts sont plus ou moins importants, mais surtout il a pris l'Indien par surprise, qui est contraint de s'arrêter dans sa course et ne parvient pas à planter son couteau dans le corps de Eunice. Trevor Pierce en profite pour se rapprocher de l'actrice en hurlant « La dague! Il faut invoquer le fantôme !» Les tentacules s'abattent autour d'eux sans pour l'heure leur faire de dégâts. Zheng Zhu, lui, assène un nouveau coup inattendu au chaman. L'adversaire encaisse bien, mais le domestique lui fait mal à force. Eunice, qui est toujours à portée du couteau de l'Indien, recherche le soutien de Trevor, lequel lui crie de lui lancer la dague égyptienne. Mais le chaman a posé la menace constituée par Zheng Zhu et se retourne vers lui. Ses traits sont déformés par la rage, au point où il n'a plus grand-chose d'humain. Il porte un vicieux coup de couteau contre le domestique chinois, qui parvient à l'esquiver. Mais un immense tentacule s'abat juste à côté de lui, il a failli être écrasé. Eunice, affolée, donne la dague à Trevor, qui ne cesse de la réclamer. Mais Zheng Zhu se concentre sur le chaman du grizzly. Un nouveau coup imprévu renverse l'Indien sonné qui lâche son couteau. Trevor a la dague de Eunice en main. Il semble à peine réaliser qu'il n'a clairement pas le temps d'invoquer un fantôme qui marche dans ces circonstances. Le journaliste indécis plante finalement le couteau dans la poitrine du chaman du grizzly, tandis qu'un tentacule s'abat, qui broie impitoyablement l'héroïque Zheng Zhu. Trevor fixe la dague dans ses mains, l'air ahuri. Eunice également, qui se souvient un peu tard de tout ce que lui avait dit feu le professeur Colbert, l'importance de revenir pour accomplir vraiment le rituel, le fait qu'une victime de la noire démence n'est pas en mesure de le faire, et qu'une nouvelle invocation d'un vagabond dimensionnel ne serait pas non plus efficace en pareil endroit. Ses regrets ne durent guère, elle aussi meurt écrasée par un des bras jaillissants du vortex. Le journaliste Trevor Pierce se retrouve seul, avec tout le poids de l'erreur qu'il a commise. Ses amis sont morts, et les tentacules ne lui feront pas la grâce de l'achever rapidement. Victime de la noire démence, incapable d'accomplir quoi que ce soit, il réalise peu à peu que le royaume
est désormais et à jamais son monde. Son désir ardent de fuir ne s'accomplira jamais. Épilogue. À San Francisco, Gordon Gore et Veronica Sutton, dans les jours qui suivent la disparition de leurs amis, ne tardent guère à constater qu'ils présentent tous les symptômes de la contamination par la noire démence. Ce n'est pas une surprise pour eux. Mais, contrairement aux autres victimes de cette maladie, ils disposent de quelques connaissances quant à ce qu'elle implique. Ils savent que, pour survivre, il leur faut rester dans le Tenderloin. Ils se plient à cette exigence. Leur train de vie confortable, ou même bien plus que ça, n'est bientôt plus qu'un souvenir, puis n'est plus rien du tout. Le dilettante et la psychiatre sont réduits à la condition de clochard. Pour un temps, ils perçoivent cette descente aux enfers et en souffrent. Bientôt, ils n'y prêtent plus la moindre attention. Le fait est accompli. Ils étaient des personnalités à San Francisco. Le richissime et fantasque playboy, la psychiatre militante aux idées bien arrêtées. Pendant un temps, sans doute, s'est-on interrogé sur leur disparition. Un temps très bref. Tous deux avaient rédigé leur testament avant de se livrer à cette ultime virée dans le Tenderloin, après tout. Et qui aurait bien pu penser à les trouver dans ce quartier malfamé? Eux-mêmes, à vrai dire, n'ont pas cherché à se manifester comme étant toujours en vie, même malades. Quelle qu'en soit la raison, la honte peut-être, le désespoir. Qu'importe, on les oublie bientôt, ils n'étaient que de passage sur cette terre. Ils ont un nouveau rôle social, celui de clochard, on les ignore en conséquence. On ne les voit pas ramper dans les flaques d'eau, fouiller désespérément dans les poubelles. Peut-être ne voulaient-ils pas qu'on les voie ainsi, comme si leur opinion avait la moindre importance. Non, le monde se désintéresse d'eux. Il y a tant de choses plus importantes. Très vite, à vrai dire. 1 mois et demi après leur contamination, c'est le crash de Wall Street. Peut-être Gordon en a-t-il de vagues échos. La une d'un journal oublié, ironiquement passé de l'autre côté. Probablement ne sait-il même plus ce que tout cela signifie de toute façon. Peut-être la population des clochards du Tenderloin s'accroît-elle en conséquence. Peut-être. Mais cela n'intéresse personne. Au mieux, cela en effraie quelques-uns. Moins toutefois que des financiers hypothétiques se jetant du haut des buildings. Des gens qui comptent, ou qui y comptaient. Le temps passe, on les oublie à leur tour. La noire démence s'avère pourtant avoir un effet singulier, dont Gordon et Veronica n'ont pas vraiment conscience. Tant qu'ils restent dans le Tenderloin, c'est comme si la maladie les avait rendus immortels. Ils sont faibles pourtant, sous-alimentés, transis par le froid. Mais le Tenderloin, d'une certaine manière, les protège. Oui, ils sont immortels. Mais ils ne sont même pas en mesure de peser combien cette immortalité est absurde. Des années passent, des décennies, des siècles, si ça se trouve. Ils ne savent rien de l'évolution du monde autour d'eux. Ils s'en désintéressent, comme ce monde se désintéresse d'eux. Ils n'ont même pas conscience de ce que, progressivement, le monde entier devient le Tenderloin. Le chaman du grizzly est mort, mais le passage reste ouvert, et les ultimes germes de la noire démence ont leur propre immortalité. D'une certaine manière, Veronica et Gordon, quelques autres aussi peut-être, sont les garants de cette pérennité. Elles continuent donc d'affecter toujours davantage de victimes, de ces pauvres vers dont on détourne instinctivement le regard, par pudeur, disent certains. On les ignore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour les ignorer, parce que tout le monde est devenu comme eux. De temps en temps, qui sait, avec des dizaines d'années d'écart à chaque fois si ça se trouve, Gordon Gore croise Parker Biggs dans les ruelles du Tenderloin, aux portes du royaume. Le temps qui passe ne l'affecte pas davantage, et n'affecte pas non plus son comportement. Après des années, le gangster reconnaît encore celui qui fut une des plus grandes fortunes de San Francisco, et, toujours, il le pointe alors du doigt, en ricanant comme un méchant petit garçon. « Toi aussi, comme les autres !» The End.